Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'héritage d'une légende qui vient de nous quitter. Sly Stone. Oui, disparu à 82 ans ce 9 juin 2025, des suites d'une maladie pulmonaire chronique, la BPCO, et puis d'autres soucis de santé aussi. Nos sources pour en parler. Des articles de presse, bien sûr, des chroniques musicales, des discussions de fans en ligne, quelques extraits de biographie. L'objectif, c'est d'explorer un peu la richesse et la complexité de cet artiste. Un vrai pionnier du funk, de la soul, du rock psychédélique. C'est ça. Allons-y. Effectivement, Sylvester Stewart, Sly Stone, c'était bien plus qu'un musicien. C'était vraiment un architecte sonore. Tout à fait. Son groupe, Sly and the Family Stone, a littéralement dynamité les frontières, musicales et sociales, dans les années 60 et 70. Et son parcours a commencé très très tôt. Ah oui, un vrai enfant prodige. Multi-instrumentiste, il jouait de tout, piano, guitare, basse, batterie, et ça dès son plus jeune âge. Incroyable. Et puis DJ à San Francisco après. Oui, un DJ influent là-bas, il osait passer les Beatles juste après un morceau de soul. Il produisait aussi des groupes locaux, Avant de monter son propre groupe donc. exactement, Sly and the Family Stone, et là c'était proprement révolutionnaire pour l'époque. Ah oui, carrément. Multiracial, mixte. Il y avait son frère Freddie, sa sœur Rose, et Cynthia Robinson, la trompettiste. Dans l'Amérique de la fin des 60s, encore tellement divisée. C'était un geste social et politique hyper fort. Une vraie utopie en action, quoi. Ce qui frappe d'emblée, c'est cette fusion, ce mélange unique. Complètement. Il brasse du R&B, du rock psychédélique, du gospel, de la pop, et il crée un son radicalement neuf. Le funk. Le funk, voilà. Bon, aux côtés d'autres géants, hein, James Brown, Parliament Funkadelic. Bien sûr. Mais ce n'était pas juste de la musique pour danser, il y avait un message derrière. Un message d'unité, de dépassement des différences. Et le succès, il a été foudroyant, hein. Ah ça oui. Des tubes comme Dance to the Music, l'hymne Everyday People. Et puis l'album emblématique Stand en 1969. Des millions d'exemplaires vendus. Et Woodstock, évidemment. Leur performance là-bas, elle était incandescente. Ils sont arrivés sur scène hyper tard, vers 3 heures du matin. Et ils ont électrisé la foule avec I Wanna Take You Higher. C'est un moment qui a vraiment cristallisé leur impact culturel. Ça a inspiré tellement de monde après. Miles Davis, Herbie Hancock, qui se sont mis au funk électrique. Tout à fait. Mais bon, après cet apogée vient aussi un tournant, un peu plus sombre, Oui, c'est ça. L'album There's a Riot Going On, en 71. qui est considéré comme un chef-d'œuvre pourtant. Absolument. Mais beaucoup plus introspectif. Et le son était différent, enregistré en partie avec une des premières boîtes à rythme. Ça donnait un son plus mécanique, presque froid. Oui, ça tranchait avec le funk organique d'avant. Et ça reflétait bien la désillusion de l'époque post-60, les tensions dans le groupe. Et puis il y avait la célébrité, la pression, et surtout une dépendance terrible aux drogues. Notamment la cocaïne et le PCP, des drogues très dures. Ça a commencé à faire des ravages. Le groupe a fini par imploser en 1975. Et cette spirale descendante, elle a eu des conséquences très concrètes sur sa carrière après ça. Ah oui, c'est clair. Une carrière qui est devenue totalement erratique. Des concerts manqués, Ou alors démarrer avec des heures de retard. Les arrestations multiples pour possession de drogue. et les problèmes financiers aussi. Tellement grave qu'il a même vécu un temps dans une camionnette à Los Angeles au début des années 2010. C'est dingue quand on y pense. Une longue, longue traversée du désert. Malgré, son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 93. Et quelques tentatives de retour, mais Oui, assez mitigé. Il confiait dans ses mémoires, qui sont sortis en 2023, avoir enfin réussi à se sevrer en 2019. après de sérieuses alertes de santé, il le fallait. Oui, Et ça renvoie à une question importante qui est soulevée dans le docu de Questlove, Sly Lives. celui sur ce qu'ils appellent le fardeau du génie noir. Exactement. Les sources insistent beaucoup là-dessus. La pression médiatique, la pression sociétale énorme qui pesait sur un artiste noir qui atteignait une telle notoriété à cette époque-là. C'était comment concrètement? Plus que ce qu'on imagine. Les sources pointent le paradoxe immense entre l'icône publique et les luttes personnelles. L'isolement qui grandissait, La paranoïa aussi, j'imagine. oui, alimenté par les drogues, mais aussi par un environnement qui était parfois hostile ou exploiteur. Sa chute a été particulièrement brutale. Les difficultés financières, personnelles, extrêmes. Un contraste saisissant avec l'image solaire de ses débuts, quoi. Mais malgré cette trajectoire hyper tourmentée, l'héritage musical il est absolument colossal. Ah, ça, c'est indéniable.
Prince, Miles Davis, George Clinton. Les Red Hot Chili Peppers, Outkast, et puis tout le hip-hop avec le sampling. C'est vrai, cette technique de réutiliser des extraits de ces morceaux, On entend du Sly Stone un peu partout. Ils lui sont tous redevables. carrément. Et les fans célèbrent toujours ces pépites comme If You Want Me to Stay ou le classique Family Affair. Sa musique reste tellement vibrante. Et puis il y a ses mémoires maintenant, et un biopic en préparation par sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Sly Stone, c'était, oui, un innovateur de génie, une figure complexe aussi, Sa musique a vraiment défini un genre. Elle a incarné un idéal d'unité. même si sa propre existence, elle, a été une lutte constante contre la tourmente, les addictions. Son influence, elle demeure. Et peut-être une dernière pensée pour la route, c'est cette tension constante dans son œuvre et sa vie, entre l'optimisme radieux des débuts, cette utopie d'une famille Stone unie et diverse. Et puis la réalité beaucoup plus sombre, quasi paranoïaque, qui infuse des œuvres comme There's a Riot Going On. Qu'est-ce que cette dualité nous dit, au fond? Hmm. Sur la nature de la création, le poids de la célébrité. Et peut-être aussi sur les défis singuliers rencontrés par les pionniers noirs dans l'industrie musicale, à l'époque comme aujourd'hui. Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.